Bonsoir à tous et bienvenue dans Point de Vue. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien avec les deux duellistes ou duettistes, ça dépend des jours, du vendredi. Bonsoir Fergan Aziari. Bonsoir. Vous êtes chargé d'études à l'IREF, le think tank libéral bien connu. Vous êtes aussi délégué général de l'Académie libre des sciences humaines. Et bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir Guillaume. Maître de conférence à l'Institut catholique d'études supérieures et auteur du désormais bien connu ouvrage « La guerre à droite aura bien lieu » aux éditions des Clés de Brouwer. Je propose de commencer par revenir sur cette grande déception pour le monde de la culture. Ni les cinémas, ni les théâtres, ni les salles de concert ne rouvriront le 15 décembre, pandémie oblige. C'est le Premier ministre Jean Castex qui l'a annoncé hier. Alors, est-ce que c'est juste un mauvais moment à passer pour les institutions culturelles ou est-ce que, comme souvent dans l'histoire, des crises imprévues accélèrent des mouvements de fond? On va s'intéresser quelques minutes à ce sujet. On commence par entendre la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Pour elle, ce n'est qu'une parenthèse. La culture est essentielle, mais on peut, pour des raisons sanitaires, faire en sorte de se protéger pendant quelques semaines. La culture fait vivre, mais les politiques de prévention empêchent de mourir. Voilà donc pour le discours officiel, mais certaines voix discordantes se font entendre. Écoutez celle-ci, c'est Mathieu Kassovitz, l'acteur et cinéaste, qui était l'invité de nos confrères de BFM TV hier. Et pour lui, il prend l'exemple des cinémas. Ce qui est en train de se passer est peut-être quelque part définitif. La réalité dépasse la fiction, que le cinéma n'est plus essentiel comme il l'a été à une époque. Malheureusement, les salles ne sont plus essentielles. Et je pense que... je vais faire créer tout le monde, hein. Je sais que mes potes, tous les gens avec qui je travaille, le futur du cinéma, malheureusement, il est plus là. Les salles de cinéma sont vouées à disparaître quoi qu'il se passe, et là. Voilà, on peut penser ce qu'on veut de Mathieu Kassovitz, mais au moins il n'est pas langue de bois. Et puis, je propose de prendre connaissance de cette analyse intéressante de Louis Wolff. C'est un spécialiste du sujet, puisque c'est le chef du département des études et de la prospective au ministère de la Culture. Et il y a quelques semaines, il expliquait à nos confrères des Échos la chose suivante. Les baby-boomers faisaient confiance aux institutions publiques pour leur montrer le meilleur de la culture, à l'inverse des jeunes qui entretiennent un rapport distancié à leur égard. Pour eux, c'est leur communauté numérique qui crée la valeur et la légitimité. Cela engendre une perte de récits communs, de repères patrimoniaux, ouvrant la voie aux fractures sociales, aux mouvements contestataires et autres déboulonnages de statuts. Alors tout ça est un peu compliqué, mais pour se résumer, l'idée c'est, est-ce que tout va recommencer comme avant dans quelques semaines, ou est-ce que c'est Netflix et les réseaux sociaux qui vont gagner la partie sur les institutions culturelles? Fergan Aziari. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une véritable mutation des habitudes de consommation des produits culturels. Ça, c'est indéniable, c'est une tendance qui précède la pandémie. Et la distanciation sociale a accéléré la numérisation des pans entiers de notre vie économique et sociale. Ça, c'est une réalité et je crois que M. Kassovitz a raison de le rappeler. Maintenant, faut-il s'en désoler? Alors, si on en croit aujourd'hui ceux qui travaillent au ministère de la Culture, moi je sens quand même une pointe de condescendance dans ces propos parce qu'il y a quand même l'idée que les institutions publiques auraient le monopole de ce qui constitue la vraie culture et que tout ce qui se fait en dehors de l'État, des établissements publics, des théâtres officiels, eh bien, constituerait finalement une espèce de culture de seconde zone. Il y a aussi les gens de cinéma qui se plaignent. Oui, Ils sont un peu subventionnés, c'est vrai, mais c'est quand même pas l'administration française qui fait les films. Non, c'est vrai, mais je pense qu'il y a une pointe de condescendance. On le voit quand on regarde les attitudes du monde du cinéma vis-à-vis de Netflix qui ne cesse d'être boycotté, par exemple, lors des cérémonies officielles, le Festival de Cannes. Donc il y a une espèce de volonté de nier la légitimité de ces nouveaux acteurs qui intéressent quand même un large public. Alors peut-être aussi y a-t-il des ressentiments envieux, une sorte de jalousie vis-à-vis de ces acteurs qui arrivent à capter une part du marché toujours plus grande. Et puis je crois qu'il y a aussi une espèce de déni de réalité parce qu'on ne veut pas reconnaître que ce mouvement de numérisation a aussi contribué à démocratiser cette culture. Au risque de faire hurler quelques libraires, moi je n'ai jamais acheté autant de livres que depuis que les e-books, les livres électroniques existent. Je n'ai jamais écouté autant de musique classique depuis que Deezer, Spotify, tous ces acteurs-là sont en place. Donc il y a aussi un besoin, je crois, une
une demande qui est satisfaite. Maintenant, est-ce à dire que les acteurs traditionnels sont voués à disparaître? Je ne le pense pas. Simplement, ce qui est vrai, c'est qu'ils vont devoir se réinventer et proposer de nouveaux services pour convaincre le public que se rendre au cinéma, se rendre dans une librairie, se rendre dans un musée, se rendre dans un opéra, constitue une activité avec une certaine valeur ajoutée. Guillaume Bernard, votre point de vue? Moi, je crois qu'il y a deux questions qui se juxtaposent et qu'il faut peut-être essayer de démêler pour essayer d'y voir plus clair. Il y a d'une part la question aujourd'hui de la situation gravissime des cinémas, mais de la même manière des restaurateurs, donc des acteurs privés, qui évidemment vont se retrouver dans une situation beaucoup plus compliquée que tout ce qui est institution subventionnée. Et ça, effectivement, c'est dramatique, mais d'une certaine manière, c'est le même enjeu concernant le tissu économique et social. Et puis, il y a l'autre question qui est la forme et le fond, enfin, le canal qui permet de diffuser la culture, et puis la culture en elle-même. Et là, de ce point de vue-là, je suis peut-être moins optimiste que Fergan. Non pas que je sois un parangon du ministère et d'une quelconque autorité étatique en la matière, mais on peut quand même raisonnablement et malheureusement constater qu'il y a une diminution, je dirais, de l'intérêt pour les humanités, pour la culture classique, et que ce qui est diffusé, je dirais, au grand public, c'est quand même des choses qui, me semble-t-il, parce qu'il faut quand même parler de la question de la valeur et de la qualité, qui est d'une valeur moins grande que ce que l'on pouvait avoir auparavant. Il y a une tribune qui est sortie sur un site internet, justement, qui s'appelle Classique Essentiel, qui est une tribune de Corentin Stemler, un jeune auteur que j'aime beaucoup, qui a été notamment l'auteur de Symphonia, d'une superbe pièce, et qui disait, mais dans le fond, la situation aujourd'hui, elle est moins grave, finalement, pour ceux qui sont déjà en place que pour ceux qui vont venir demain. C'est Mozart qu'on assassine. C'est-à-dire que c'est les Mozart de demain. Mozart ou Depardieu, ils sont encore vivants, et même la crise, même la fermeture des cinémas les empêchera pas de vivre. Mais en revanche, la fermeture des conservatoires, le fait qu'il y ait des difficultés, évidemment, pour les troupes de théâtre amateurs de se produire, c'est tous les talents de demain qui sont susceptibles d'être étouffés. Et ça, pour le coup, ça me paraît extrêmement inquiétant. Voilà. La culture est-elle la grande oubliée de la gestion de l'épidémie de Covid-19 par le gouvernement? C'est la question que nous vous posons sur Twitter, à laquelle vous répondez oui, de façon majoritaire à 60,5%. Et puis, voici quelques commentaires. Celui de Nicole Zerossus qui nous dit « J'avoue que les films qui sortent ne me donnent pas vraiment envie d'aller au cinéma. » Et cette phrase définitive de Claudius Quin sur le Figaro.fr, « Si la culture était indispensable à la vie, la majorité des gens seraient morts. » Fergan Aziari, c'est un peu brutal, mais enfin voilà, c'est un c'est brutal parce que, je crois que c'est un petit peu idiot, désolé, parce qu'on regarde toujours une activité économique à travers le prisme du consommateur, mais on oublie que pour celui qui produit de la musique, pour celui qui vend son livre et qui se sert de ce commerce-là pour manger et payer son loyer, c'est un commerce qui est tout aussi essentiel que n'importe lequel. Donc cette distinction entre le commerce essentiel et celui qui ne le serait pas me semble tout à fait arbitraire. Alors qu'est-ce que le libéral que vous êtes pense de l'effort financier très important fait par le gouvernement vis-à-vis des professionnels de la culture et notamment des intermittents du spectacle? J'imagine que le principe de l'intermittence, qui est un système de chômage très favorable, qui permet à des artistes qui ne peuvent pas travailler en permanence de pouvoir vivre de façon décente, est-ce que vous trouvez que ce système-là, il est bienvenu dans des temps de crise comme celui-ci? Je pense que tout ceci relève d'un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire que, et ça ne concerne pas seulement les acteurs de la culture, Guillaume Bernard l'a rappelé tout à l'heure, c'est une crise qui concerne l'ensemble du tissu économique et social français. Et moi, j'ai l'impression que ces gens aujourd'hui ne veulent plus travailler qu'être assistés par l'État. Je ne crois pas que le fait d'être subventionné par l'État constitue un horizon, un idéal de vie pour la plupart de ces professionnels qui sont aussi en quête d'autonomie, d'indépendance sur le plan politique. Et donc, je crois que la politique la plus charitable pour l'État consisterait à restaurer le plus tôt possible ces libertés économiques qui ont été retirées
aux Français, ce qui pose, alors c'est un autre sujet, ce n'est pas le même sujet, mais ce qui pose aussi la question de la stratégie vaccinale de notre pays. Au Royaume-Uni, cette campagne a déjà commencé. En France, on parle toujours de restrictions de liberté et on n'a toujours pas évoqué ce que serait une campagne de vaccinale massive et à quelle date, à quel moment on pourrait la mettre en œuvre le plus tôt possible pour sortir de cette crise. Je crois que la solution pour sortir de cette crise, c'est le vaccin. Ce ne sont pas les aides de l'État, tout simplement. Guillaume Bernard, on le disait, les salles de cinéma, les théâtres ont fermé. Les églises aussi, Oui. pour des raisons Je vais sanitaires. plus souvent à l'église qu'au théâtre. Eh bien, Je regrette de ne pas aller aussi souvent que je le souhaiterais au C'est pour théâtre. ça que je me permets de vous poser cette question. La fermeture des églises, elle a suscité des réactions, des manifestations, plus que les fermetures des établissements culturels. Comment expliquez-vous cette différence ? Oh bah, je crois qu'il y a quand même évidemment le sentiment qu'il y a un aspect pour le coup essentiel et vital, je dirais, dans la pratique d'une religion, et ceux qui étaient vraiment motivés dans la rue l'ont démontré. Simplement, évidemment, il y a tout un ensemble de substituts aux offres culturelles, Oui. qui fait que, eh bien, là, pour le coup, il y a peut-être un sentiment de manque qui est moins important. Voilà. Mais je crois qu'il est absolument essentiel que l'on se rende compte que une culture, que la culture, que les beaux-arts, pour qu'ils vivent, il faut qu'il y ait un renouvellement de génération, il faut qu'il y ait une transmission de connaissances, de techniques, qu'il y ait des apprentissages et que de nouveaux artistes se lèvent. Or, le problème, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est moins, encore une fois, la situation de M. Kassovitz ou de Gérard Depardieu. A priori, je suis plus proche du second que du premier. Bon, eh bien, ce sont les Depardieu de demain qui posent problème. Et là, évidemment, c'est très inquiétant. Et ce qui pose, le deuxième problème, me semble-t-il, c'est que demain, si on a tué le tissu économique et social, eh bien, resteront des institutions subventionnées et toutes les activités privées qui font la réalité de la culture vécue au jour le jour, eh bien, ces activités privées-là, elles auront en grande partie disparu. Fergan Aziari, dans l'article de nos confrères des Échos auquel je faisais allusion il y a quelques instants, on cite longuement un rapport du ministère de la Culture qui dit, ça c'était avant le deuxième confinement, que l'une des causes de la désaffection, notamment des jeunes générations des institutions culturelles, c'est leur côté élitiste. Est-ce que vous pensez qu'on s'est trop éloigné du public, ou est-ce que justement ce n'est pas le rôle des institutions publiques, je pense au théâtre public, peut-être à l'opéra aussi, que de faire monter le niveau ? C'est une très bonne question parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend cet argument-là. Quand on dit que l'art aujourd'hui est trop élitiste pour les classes populaires notamment, ça en dit long sur certaines mentalités. Ça montre finalement qu'on a renoncé à l'ascension sociale et qu'on a acté le fait que certaines pratiques culturelles eh bien, ne pourraient pas, par essence, intéresser les couches les plus populaires de la société. C'est encore la condescendance à laquelle vous faisiez allusion. C'est une forme de tout à l'heure. condescendance, c'est une forme de défaitisme aussi. C'est-à-dire qu'on est en train d'acter qu'il y a une ségrégation sociale insurmontable entre, d'un côté, des populations, on va dire, pauvres ou des classes moyennes qui seraient incapables de s'identifier dans cette culture-là, et puis une classe plus riche, une classe aisée, qui serait la seule à pouvoir apprécier les beaux-arts, le théâtre, l'opéra. Donc je pense que ce défaitisme-là est mortifère et en dit long sur le fait qu'on a abandonné un certain idéal de démocratisation et d'universalisation du savoir. Guillaume Bernard. Alors, écoutez, moi, j'aimerais bien que l'on m'explique ce que c'est que des œuvres élitistes. C'est très souvent des choses incompréhensibles. Vous savez, quand on regarde l'argumentaire, parce qu'il y a besoin d'un argumentaire pour l'art contemporain pictural, pour la peinture, pour la sculpture, en fait, de quoi se rend compte De quoi se rend-on compte On se rend compte d'une chose. On se rend compte qu'en fait, ce n'est pas parce que quelqu'un a une œuvre
qu'on le considère comme un artiste, mais on désigne quelqu'un qui a un discours, qui a une attitude comme étant un artiste, et tout ce qu'il produit, y compris les plus grosses cochonneries du monde, mais qui peuvent se vendre très cher, eh bien, sont devenus des œuvres artistiques. Moi, je crois que s'il y a un éloignement de toute une partie de la population des productions subventionnées, c'est parce que tout simplement, elles sont laides et elles sont sans rapport avec la culture réelle du pays. Ce qui est gravissime, c'est le déracinement culturel. C'est le fait qu'on ait des jeunes, des moins jeunes, mais en particulier des jeunes, qui effectivement n'aient pas fréquenté les auteurs classiques, qui n'aient pas, comment dire, un réflexe, je dirais, de connaître la culture qui fait leur identité. Ça, c'est gravissime. Que, en revanche, les productions du ministère de la Culture ou les œuvres subventionnées soient délaissées par le public, ça ne m'étonne guère. Il y a aussi des œuvres classiques qui sont subventionnées par le ministère de la Culture. Il faut aller aux Français. Et quand on va aux Français, quand on regarde les captations qu'on a du français dans les années 70 et 80, et quand on regarde ce qu'ils produisent aujourd'hui, je suis désolé, j'ai plus envie de m'acheter un DVD du français des années 70 que ce qu'ils font aujourd'hui. Pas toujours, pas toujours. Ouais. Non, ce qui est vrai, c'est qu'en effet, il y a aujourd'hui tout un pan de la culture dite élitiste et officielle, notamment l'art contemporain, qui, sous prétexte de vouloir subvertir toutes les traditions, de choquer le petit bourgeois, produit des choses qui sont laides et incompréhensibles. Et en effet, on ne peut pas s'étonner. À un moment, il faut aussi se remettre en question. C'est-à-dire que si la clientèle ne suit pas, ce n'est peut-être pas toujours la faute du consommateur. Merci. On laisse le dernier mot à nos internautes. Vous savez que c'est l'usage dans cette émission qui s'appelle Point de vue, et c'est aussi celui de ceux qui nous font l'amitié de nous regarder avec respect et se demandent, alors c'est une autre question, un autre thème plutôt, pourquoi, si on peut maîtriser le flux des fidèles dans une église ou une synagogue, pourquoi n'est-ce pas possible dans une salle de cinéma? C'est une bonne question, mais bon, on est là sur le plan sanitaire, donc peut-être qu'on pourra la traiter dans une autre émission. Et puis, à nouveau, Nicole 06 qui nous demande où est passée Roselyne Bachelot. A-t-elle défendu le monde de la culture? Vous voyez, elle a essayé de le faire en tout cas. C'est ce qu'on a pu regarder il y a quelques instants dans l'interview qu'elle donnait ce matin à BFM TV. On change de sujet au bout de nombreuses heures douloureuses comme souvent.